الغاب التركي وبناء السدود أثر بتأثير مباشر خاصة على حوضي دجلة والفرات وخصوصا على نهر الفرات، حيث بدأت الإيرادات تقل بصورة جدا كبيرة، مما أدى إلى انخفاض بوقع الخضار داخل العراق. كان النهر كله مات، ماي ماكو، ماي مالح، لا أحد مثلا يساعدنا، مثلا يكون تناكر يبون له فرد شيء، غصبا علينا عفنا بيوتنا، عفنا نخلنا تشوف عينك، نخل عاد تريدها ماكو، اللي رحنا هناك بذيك الأرض شبتها، بستان صغير طول مترتين، نحط لك بيه خضرك وانت تعيش بيه. يعني احنا الكميات انخفضت الى اكثر من 50% طبعا عن الكميات التي كانت ترى سابقا بسبب قيام تركيا وايران بانشاء السدود. Salam ya ikhwan al-Arab, j'espère que vous allez bien, moi ça va, alhamdoulilah. Pour reprendre notre élan, j'avais fait une vidéo sur Tawakkul Karman, la femme objet de Erdogan, et j'avais insisté à un moment de la vidéo sur les barrages turcs auxquels elle ne faisait nulle mention nulle part et qui mettaient en péril la Syrie que l'Irak. Alors certains sont venus spéculer en me disant que c'était totalement faux, donc j'ai donné une source qui explique de manière un peu plus détaillée le cas irakien en tout cas et des impacts du projet GAP turc sur l'écosystème irakien. Donc excusez mon anglais, c'est Downstream Impact of Turkish Dam Construction on Syria and Iraq. Le lien du rapport est ci-joint à la vidéo, ainsi que mon ancienne vidéo. Vous savez comme moi que le pays en état d'aval sur les fleuves, c'est l'Irak. Les Irakiens ont commencé à faire quelques barrages au niveau de leurs fleuves en 1914, notamment à Hindia, et un deuxième barrage à Ramadi. Il s'avère que jusque dans les années 50, ni la Syrie ni la Turquie n'avaient fait d'ouvrage majeur en ce qui concerne des barrages sur le fleuve en question. La Syrie avait commencé son barrage qu'on appelle El Thawra, la Révolution, le haut barrage de Dabka, et la Turquie avait construit le barrage de Keban, également sur l'Euphrate. Les deux barrages, à cette époque, ont déclenché des conflits internationaux majeurs. Le début de la construction du barrage de Keban a suscité des protestations majeures de la Syrie à la Turquie, tandis que l'achèvement du barrage de Dabka a conduit l'Irak à menacer une action militaire en 1974 et en 1975. La Syrie et l'Irak mobilisant leurs troupes et les déplaçant vers la frontière. Nous arrivons donc au projet GAP, initialement le projet d'Anatolie au sud-est, qui est un projet d'aménagement dans cette zone mené par le gouvernement turc pour un coût de 32 milliards de dollars. Il consiste essentiellement à irriguer 1,7 million d'hectares de terres arides à partir de 22 barrages principaux construits sur les bassins venant du Tigre et de l'Euphrate. 21 barrages et 19 centres hydroélectriques sur les fleuves de l'Euphrate et du Tigre. Ce projet néanmoins pose de nombreuses controverses au cours de la dernière décennie, tant au niveau national avec la question kurde qu'au niveau régional, en raison du jeu du partage des eaux avec les pays voisins, la Syrie et l'Irak. Donc pour quel bénéfice ? Les terres nouvellement irriguées augmenteraient d'environ de 40%, la superficie irriguée en Turquie
au total, hein. Sur la base des chiffres de 94, les autorités du GAP prévoient que le projet finira par augmenter la production de légumes de 40%, de coton de 300%, d'orge de 40% et de blé de 100%. Autour du barrage d'Atatürk, la région a été transformée en l'un des plus importants centres de production de coton en Turquie. Donc la Turquie, Erdogan, soutient que le projet GAP est la clé de son développement économique majeur, bien que la Syrie et l'Irak s'efforcent de souligner qu'ils respectent le droit à la Turquie au développement. Ils craignent néanmoins que le projet GAP n'entraîne de graves impacts en aval, notamment une réduction considérable du débit et une augmentation des niveaux de pollution. Les deux pays craignent également que la Turquie utilise le GAP pour établir un contrôle sur les eaux du Tigre et de l'Euphrate dans le cadre d'une politique plus large d'établissement et de l'hégémonie régionale. En ce qui concerne le Tigre, selon des sources syriennes, s'ils sont entièrement achevés, le projet GAP sur le Tigre devrait irriguer un total de 824 000 hectares. Sur la base des chiffres publiés par l'autorité du GAP, l'IRAL calcule que les projets d'irrigation du Tigre consomment 5,8 BM 355 et utilisent le flux du Tigre, lorsqu'il passe la frontière syrienne à Cizre, de 66%, passant de 16,5 BM 357 par an à 5,58 BM cubes. Compte tenu donc de l'eau reçue par le Tigre et des affluents de Syrie, l'Irak estime qu'il recevrait plus de 47% d'eau en moins actuellement. Selon les autorités irakiennes, une si grande pénurie dans les ressources du Tigre aura de graves conséquences sur l'Irak. La majorité de la population irakienne dépend du Tigre pour répondre à ses besoins en eau potable, ses besoins agricoles et autres. L'agriculture est pratiquée depuis des milliers d'années le long du dit fleuve. Et des études techniques ont montré que la diminution de 1,2 m3 des ressources du fleuve se traduirait par la non-utilisation des terres arables estimées à 62 500 000 hectares. L'Irak sera privé d'eau. Donc, Erdogan, à l'arabe, la utilisation de ces zones aura de graves conséquences sur l'ensemble de la production agricole et l'approvisionnement en eau des exploitations existantes, ainsi que d'autres répercussions sociales et économiques sur les agriculteurs privés des besoins agricoles, sans parler du problème de la désertification, qui s'aggravera à mesure de la conséquence de la réduction susmentionnée des terres dites arables. L'Irak prédit également que la réduction du débit aura une répercussion sur la production d'électricité des barrages de Saddam et de Samara en Irak. On s'attend à ce que la production d'électricité au barrage de Saddam diminue à un rythme proche de celui de la réduction de l'eau dans les rejets venant du barrage, c'est-à-dire que la réduction de la production d'électricité au barrage de Saddam diminuera d'environ 53%. Imaginez. La Syrie, qui a une dépendance similaire vis-à-vis du débit en aval de l'Euphrate, prévoit des problèmes similaires résultant de la réduction du débit de ce fleuve. Donc on peut dire qu'avant la construction du barrage de Keban en 1966, la Turquie n'utilisait que 3% des eaux de l'Euphrate pour l'irrigation. Si le GAP est achevé, la superficie totale irriguée du bassin de l'Euphrate en Turquie passera de 1 628 203 hectares. Les responsables syriens estiment que le débit en aval de l'Euphrate, lorsqu'il traverse la frontière syrienne, sera réduit de 30 à 60%. La Turquie, Erdogan al-Arab, prévoit d'utiliser complètement la moitié du rendement de l'Euphrate, laissant la Syrie et l'Irak l'autre moitié. De plus, 11% de cette moitié sera de l'eau de moindre qualité puisqu'il s'agit d'eau d'irrigation de retour de Turquie. C'est une déclaration de guerre, très clairement. La Turquie fait la même chose qu'avec le Jourdain en terre de Palestine. Elle utilisera tôt ou tard l'eau comme arme géopolitique. Elle profite de la faiblesse structurelle de la Syrie et de l'Irak pour mener à bien des projets qui étaient en théorie non praticables au temps de Saddam, notamment en Irak, mais qui peuvent l'être actuellement, profitant comme l'Éthiopie en 2011 avec les révolutions arabes, pour développer son immense barrage, l'espoir, ou je ne sais plus exactement quel terme c'est, et qui va mettre à terme en péril le Nil et donc l'Égypte elle-même. Donc vous voyez bien, mes chers frères arabes, que l'idée même de voir des pays du tiers-monde, très clairement, moins nocive que les États-Unis ou l'ex-URSS ou la Russie ou les grandes puissances est un oxymore. Les intérêts de petites
personnes ou de petits pays restent les mêmes à notre rencontre. Il n'y a pas d'allié, la Turquie n'est pas un allié, la Turquie commerce avec Israël depuis qu'Ankara est le premier pays du Moyen-Orient à l'avoir reconnu. Son fils lui-même, Ahmed Gülmen, je ne sais plus exactement comment il s'appelle, faisait du commerce avec l'entité sioniste, juste après que les Turcs se soient fait tuer rahimahullah, par les sionistes lors des flottilles de la liberté pour la Palestine. C'est un État totalement hypocrite. Bon, et là actuellement ils sont aussi en Libye avec le GNA, voulant instrumentaliser le gaz, développant potentiellement des accords avec ce dernier pour créer des bases militaires permanentes, etc., etc. Donc vous voyez que ceux qui supportent la Turquie, on se demande qu'est-ce qu'ils supportent. Est-ce qu'ils supportent les barrages qui vont assécher la Syrie et l'Irak? Est-ce qu'ils supportent les bases militaires permanentes ou semi-permanentes ou l'ingérence turque en Turquie, en Libye? Est-ce qu'ils vont aider la femme objet de Tawakkol Karman à engendrer encore plus d'instabilité politique en Tunisie pour contrôler la Tunisie par le biais parlementaire? Est-ce qu'ils vont soutenir la Turquie avec ses bases en Éthiopie et son soutien structurel et systémique pour qu'elle puisse indirectement l'aider à assécher le Nil et donc à impacter l'Égypte? En fait, vous ne voyez que l'islam pour Erdogan et pour les Turcs n'est qu'un instrument. Les Turcs ne respectent que les Turcs. Il va falloir le comprendre. Et malheureusement, on a des abrutis, des ignares et des faibles d'esprit, ce qu'on appelle en Tunisie une scène race, qui ont encore la nostalgie et l'émotion comme vecteur principal d'analyse géopolitique. Il faut arrêter. J'ai fait plusieurs vidéos sur la Turquie, on me sort encore l'ineptie comme quoi les Arabes auraient trahi les Ottomans, c'est totalement faux. La plupart des Levantins arabes ont combattu jusqu'à la fin alors que les Turcs s'émancipaient. J'en ai fait une sur ma chaîne, c'est les Arabes ont-ils trahi les Ottomans? C'était les Turcs eux-mêmes d'ailleurs qui ont fui le front russe, c'est tout à fait connu, et bien avant les Balkans qui ont cédé. Donc vous voyez que tout ça est un mythe national entretenu par les faibles d'esprit de chez nous. Et donc là, il y a une grave crise de l'eau qui va arriver. La plupart des gens vont la découvrir peut-être sur les chaînes d'infos ou dans quelques mois ou dans quelques années, peu importe. Vous, mes chers frères arabes, vous êtes en avant de l'information, en amont de l'initiative et donc précurseur d'idées et de développement. Le réveil se fera petit à petit. Et avant que ce soit sous forme structurelle, soutenons Kais Saïd en Tunisie contre les ingérences turques et qataries et autres, et soutenons nos frères irakiens et syriens par rapport à l'ingérence iranienne, qui est structurelle notamment avec les ministres du Hajj dans le Parlement, et turque. Si vous ne voulez pas les soutenir, ne venez pas me parler de pan-islamisme, ça n'existe pas. Le pan-islamisme qui piétine les pays arabes avec l'invention de Dieu, c'est du satanisme. Très bien. Vive la nation arabe et vive la nation musulmane, mes chers frères arabes. Salam alaikum.